Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 18 novembre 2023. La MRC de Maria-Chapdelaine a annoncé officiellement mardi dernier l'acquisition du monastère Notre-Dame de Mistassini, une transaction de 3 millions de dollars payée à même les surplus accumulés de l'organisation. Le préfet Luc Simard a rendu hommage aux pères trappistes en soulignant les 131 années de leur implication au développement du milieu. Donc, on confirme ce matin là, qu'on a tout est attaché. Hein, j'ai déjà fait des entrevues, j'étais peut-être un peu trop présomptueux, là, j'avais comme parlé comme si c'était fait, mais on déposait en fait une offre aux pères qui ont accepté notre offre, mais ça démontrait vraiment là qu'on avait des bonnes discussions, qu'on avait une bonne confiance dans la communauté de notre proposition de développement de ce territoire-là. Donc, tout est attaché, donc une offre de 3 millions là, pour acquérir l'ensemble des terrains. Hein, on le mentionne, c'est tout l'ensemble des terrains, vraiment un terrain stratégique bien positionné au cœur de notre MRC, tout près de Boom-Mistassini, près du parc de la Pointe-des-Pères, où on a déjà des installations aussi. Hein, on a déjà le sentier monastérium, un sentier de motoneige, on a aussi des sentiers de demi-ski qui sont là. Donc, on veut vraiment consolider ces infrastructures-là. C'est la raison première pour laquelle on l'acquiert, mais aussi pour faire un développement, peut-être même un parc ajouté là, à l'offre de services puis à l'offre qu'on a pour notre milieu pour nous rendre plus attractifs. Donc, c'est un gros morceau, puis on veut réitérer aussi notre volonté là, de continuer de perpétuer l'héritage des pères dans tout ça. Les pères, vous avez été présents, vous avez été là depuis très longtemps, vous avez été des entrepreneurs, vous avez fait vivre notre communauté, vous êtes à la base de la fondation de Boom-Mistassini, puis ça, on l'oublie pas. Et dans tout développement qu'on va faire, on va continuer de faire perpétuer cet héritage-là, que ce soit sur les territoires, mais que ce soit aussi dans le bâtiment ici. On veut faire un développement, le bâtiment a un super beau potentiel. Mais on se le cache pas, on veut quand même garder le cachet, garder votre héritage et rappeler que même si on devient un site hôtelier ou autre, ça va toujours demeurer un monastère dans notre tête, dans notre cœur. Écoutez, c'est un nouveau chapitre, ça fait 131 ans que vous êtes ici, je pense que c'est un nouveau chapitre. On sait que c'est important pour vous, mais c'est important aussi pour nous, pour la communauté. C'est rare qu'on ait des opportunités comme ça. Mais on est très optimiste pour l'avenir. On veut vraiment faire un outil de développement de ce territoire-là. On veut vraiment se pencher là-dessus. Je pense que la prochaine année, les prochaines années, on va travailler très fort pour voir qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit vraiment un outil de développement pour notre milieu, mais aussi, comme on l'a dit, pour respecter votre héritage, puis travailler avec nos partenaires aussi. On a des partenaires qui se sont montrés intéressés à travailler, donc on va regarder comment on peut mettre à profit là, les différentes forces de notre milieu. Donc, c'est pas mal les montants que je voulais, les informations que je voulais mentionner. Pour le montant, on l'a mentionné, puis on tient à réitérer aussi qu'on n'a procédé à aucun emprunt là, pour l'acquisition de tout ça ici. C'était même les surplus accumulés, les excédents budgétaires de la MRC. Donc, vraiment, là, notre santé financière nous permet quand même là, de réaliser des projets de cette ampleur-là, mais on sait qu'on devra investir quand même des sommes substantielles dans le développement de ce beau projet. Donc, on est très optimiste. En terminant, je vais laisser parler à Marie-Claude, laisser M. Père Clément parler aussi, mais vraiment, on veut vous remercier encore de tout l'héritage que vous laissez en quittant. Mais on peut vous assurer qu'on va perpétuer cet héritage-là, puis on va le faire savoir à toute la population, incluant l'entreprise qui est pas non plus dans l'entente. On acquiert le terrain, le bâtiment, tout ça, mais on n'acquiert pas l'entreprise Inc., qui est vraiment une entreprise distincte, puis on tenait aussi à le mentionner. Donc, on va travailler aussi avec vous autres, parce que je pense que vous êtes un fer de lance, puis au niveau touristique et au niveau du Québec. Je peux vous dire, quand je suis à l'extérieur, tout le monde connaît vos bleuets dans le chocolat, puis les autres produits. On va continuer de voir développer avec vous là-dessus. Mais merci beaucoup à la communauté, puis on vous souhaite un bon séjour à Saint-Jean-de-Mata. Mais il y en a aussi qui restent avec nous, donc merci beaucoup pour votre héritage, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci. En 1892, 4 moines sont venus d'Oka et ils s'installaient sur les bords de la Mistassini pour fonder un monastère, mais aussi, et c'était l'espoir du gouvernement de l'époque, pour y fonder en quelque sorte une ville. De 4 moines, le nombre de moines de la communauté a atteint près de 70 au milieu des années 1930. 131 années plus tard, nous sommes 5, ici présents. Cela illustre peut-être que notre mission est maintenant accomplie et qu'il est temps pour nous de passer le flambeau à d'autres, en l'occurrence aux membres de la MRC et à la population locale. Nous avons été un lieu de prière, d'accueil, mais aussi de développement économique et d'innovation dans la région et surtout d'entraide pour tous ceux et celles qui sont venus s'établir
dans ce qui est devenu la MRC de Maria Chapdelaine. La règle de Saint-Benoît dit que les moines doivent aimer le lieu où le monastère est établi. Tous les moines, depuis la fondation, ont aimé ce lieu au nord du lac Saint-Jean. C'est donc certainement avec émotion que nous nous apprêtons à quitter cette terre. Mais malgré l'émotion et une certaine tristesse qui nous habite, nous sommes heureux, très heureux, de laisser ce monastère et ces terres à des autorités civiles qui sauront les mettre en valeur au service de la population et à garder dans la mémoire collective un souvenir de notre passage. M. Simard disait que la MRC ferait tout son possible pour faire rayonner l'histoire des pères trappistes de Mistassini. Mais j'oserais signaler que cette histoire n'est pas seulement celle des moines, mais elle est la vôtre, elle est la nôtre, elle est celle de tous les habitants de ce coin de pays, dont nous, moines, avons été partie prenante. Oui, une importante page d'histoire se tourne pour nous, comme pour vous. La tâche que le gouvernement du Québec de l'époque et l'évêque de Chicoutimi nous avaient confiée est maintenant pour nous accomplie. Mais c'est avec confiance que nous vous confions, membres de la MRC, de poursuivre cette histoire qui a débuté en 1892. En terminant, je ne peux que remercier et saluer tous ceux et celles qui, au cours de ces années de notre présence à Dolbeau-Mistassini, sont venus prier, se ressourcer ou tout simplement nous visiter, nous demander de l'aide à l'occasion ou aussi nous apporter de l'aide. Il est certain que nous continuerons, et là je parle au nom de tous les moines de la communauté, de nous informer, de nous intéresser à la vie qui se continue en ce lieu, mais aussi à vous garder dans notre prière. Merci aux membres de la MRC de prendre la relève et merci à vous tous qui êtes venus ce matin. Les moines transmettent à la MRC la propriété de monastère. On a replacé un livre qui présentement est vierge, mais on le remet à M. Simard parce que ce livre-là, on aimerait que vous puissiez continuer à écrire l'histoire du lieu. Alors voilà. Le Corana, le comité de rassemblement des nouveaux arrivants, a été mis sur pied avec l'initiative de Carole Richer qui travaille au développement local depuis de nombreuses années. Le but du comité est de créer des activités pour accueillir les nouveaux immigrants et arrivants dans la ville de Dolbeau-Mistassini, pour ainsi créer des liens avec les habitants du milieu. Écoutons Carole Richer nous expliquer les détails du projet et les principaux développements à venir. Alors, ce soir, on est à l'espace, on est dimanche et je suis très, très contente de voir que le jam musical, il y a des gens, beaucoup de gens même, moi, ça me vire à l'envers absolument. J'ai initié ce comité, en fait, Corana, qui vise, dans le fond, l'accueil des nouveaux arrivants par l'activité, dans le fond, par des activités. Et là, déjà, ça fait un mois qu'on est ouvert. Et on est 120 membres sur le groupe Facebook. On a les lundis soirs avec des jeux de société. Ce soir, c'est le premier jam. Le mardi, il y a des cours de tricot qui a été initié. Donc, les citoyens peuvent initier des projets tout le temps. Ce qu'on veut, c'est que les gens se rencontrent. Et ce qu'on veut surtout, c'est que les personnes immigrantes se rencontrent avec des locaux. C'est qu'on est en pénurie de locaux présentement. On a beaucoup de personnes immigrantes, mais peu de gens de la place. Alors, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. On accepte tout le monde. Tu sais, moi, je suis une citoyenne, je dirais, je suis une citoyenne engagée. Et mon travail en développement local fait en sorte que je siège sur certains comités, tout ça. Et un moment donné, je suis sortie d'une réunion, puis j'ai dit
personnellement, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour que les personnes immigrantes ici se sentent bien accueillies, parce que j'entendais beaucoup de choses sur « moi, je fais mon contrat puis je m'en vais » ou c'est ça que on n'a pas assez de monde dans notre MRC. Je disais lors des planifications stratégiques de l'an dernier qu'il fallait regagner 5000 personnes sur la MRC pour être un peu plus confortable, pour que nos commerces soient plus confortables. Donc, les personnes immigrantes qui viennent ici, c'est notre nouvelle population. Alors, il faut les accueillir, être bienveillants, les intégrer à nous, parce que dans le fond, c'est pas tout de les accueillir. Il faut aussi qu'ils se sentent chaleureusement intégrés. C'est que le Corona, c'est exactement pour ça, en fait. C'est de faire des activités, sortir de chez soi, puis s'amuser ensemble. Puis ce soir, c'est vraiment ça. Bien, écoute, l'espace, c'est un bel endroit, c'est petit. Et je suis très contente que ce soit petit, parce que ça veut dire que ça représente un besoin. Et j'ai adressé une lettre à la ville de Dolbeau-Mistassini pour avoir le 2e étage de la bibliothèque ici, qui n'est pas occupé présentement. On nous a offert le local de façon sporadique, mais on aimerait bien pouvoir s'y installer là, pour que ce soit un peu plus convivial, puis que les gens aient un endroit à aller là, quand on est beaucoup de personnes, comme la semaine passée. Déjà, la petite salle ici, c'était un peu serré pour la gang qu'on était pour les jeux de société. Alors, je pense qu'on est déjà, après un mois, on est déjà rendu à avoir un local plus spacieux. Puis comme il y en a un qui existe déjà, pourquoi pas? Bien là, ceux qui veulent s'impliquer, dans le fond, venez le lundi soir, puisqu'on est là tous les lundis soirs. Donc, au moins pour parler avec nous, voir un peu ce qui se passe. Et là, dans le fond, on va vous intégrer au groupe. On va voir ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire aussi. Dans le fond, c'est pas un engagement. Présentement, on a créé un petit comité de coordination à 4 personnes. On regarde si on va former un OSBL. Si on essaie de tâter le terrain. Ça va plus vite que ce qu'on pensait. Là. Au début, on était 20 membres, on trouvait ça confortable. Mais dans une semaine, c'est devenu à 120. Alors là, on est un peu dépassé, mais dans le fond, ça gère très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants puis qui veulent nous aider. Fait qu'on reçoit des messages vraiment encourageants. Ça fait que je pense qu'on est sur la bonne voie. Là. Ça risque d'être le fun. Fait que là, les locaux, c'est un appel à vous. C'est que ça, c'est plus facile pour vous autres. Vous parlez la même langue que moi. C'est facile à rejoindre. Fait que Carole Richer, puis c'est carolericher@hotmail.com. Là. C'est pas trop compliqué, ça non plus. C'est que vous pouvez me contacter là, par ma page Facebook ou par courriel. Je vais vous intégrer au groupe avec plaisir. La Table en développement des communautés Maria-Chapdelaine est une initiative de concertation intersectorielle qui réunit plus de 20 directions générales provenant de divers secteurs, travaillant ensemble pour contrer la dévitalisation des communautés. Nous avons rencontré la coordonnatrice Audrey-Pierre Lavoie pour faire un bilan après cette première année d'opération et souligner l'impact positif de la Table sur la coordination des partenaires locaux dans cette réorganisation collective. En fait, la Table en développement des communautés est issue d'une grande démarche en développement social. Dans le fond, en 2020, dans le milieu, on s'est assis avec tous les partenaires qui touchent le développement des communautés, donc les différents milieux, le milieu communautaire, mais aussi le milieu politique, économique, municipal, le milieu de l'éducation, de la santé, des services sociaux, etc. On s'est assis puis on s'est attardé à définir c'est quoi les enjeux sur le territoire de Maria-Chapdelaine qui ferait que, il fait bon vivre à Maria-Chapdelaine, puis que tous les citoyens sont capables ont le goût de s'établir ici, puis sont aussi capables de s'y épanouir. Fait qu'on s'est arrêté à ça. Puis après ça, on s'est posé la question de dire, est-ce qu'on est organisé en termes de concertation puis de capacité d'action pour agir sur ces enjeux-là qu'on a nommés dans le cadre de la démarche en développement social? De là est venue l'idée, en fait, qu'on avait besoin de mieux s'organiser en termes de concertation. Donc, comment est-ce qu'on travaille ensemble, puis comment on crée les passerelles entre les différents partenaires. Donc, on a créé la Table en développement des communautés. La Table en développement des communautés, ça réunit au-dessus de 20 partenaires qui viennent de 15 secteurs d'activités différents.
Donc, c'est des directions générales qui sont décisionnelles, qui sont assises sur la table de développement des communautés. On parle notamment, pour répéter un peu les mêmes acteurs de la démarche, mais le milieu scolaire, on a la santé, services sociaux, on a encore une fois le milieu communautaire, on a des élus qui sont sur la table, on a nos 2 attachés politiques qui sont sur la table, puis on a le milieu économique aussi, nos chambres de commerce sont avec nous. Fait que 3 fois par année, on se permet de s'asseoir ensemble, puis d'avoir une vision territoriale de nos enjeux locaux. Puis l'objectif, ce n'est pas de travailler tout ensemble tout le temps. L'objectif, c'est vraiment de créer des ponts, des passerelles, d'ouvrir la communication pour pouvoir maximiser, en fait, les efforts de tout le monde sur les différents enjeux. Ça permet aussi de dénouer facilement des leviers. Hein. Quand il arrive des situations, puis on a les attachés politiques, on a les élus, on a les organismes communautaires qui sont là, bien, on en règle quand même plus facilement, en fait, des dossiers, étant donné cette communication-là qui est beaucoup plus directe. On a une première année, donc on a un premier tour de roue. C'est sûr qu'on a eu à définir le cadre de référence. Donc, comment est-ce qu'on va travailler tout le monde ensemble, parce que c'est vraiment quand même nouveau comme initiative. C'est des gens pour qui c'est moins naturel de travailler ensemble parce qu'on n'avait pas nécessairement de lien de partenariat qui était clairement établi. Puis ensuite, on a repris tous les travaux, en fait, de la démarche en développement social, donc toutes les données qu'on a ramassées dans le cadre de la démarche pour définir les enjeux. Bien, on a ciblé des priorités d'action qui avaient vraiment une portée intersectorielle, donc il y avait une plus-value à travailler tout le monde ensemble dans le cadre de la table en développement des communautés. Puis, en fait, on en a priorisé 3 qui sont nos priorités pour 2023-2024. Donc, collectivement, la table a décidé de travailler sur l'accessibilité au logement. Dans le fond, on le sait qu'on a un gros enjeu de logement sur le territoire, donc de logement accessible pour monsieur, madame, tout le monde, mais aussi des logements de type maison de chambre, bas seuil, donc qui sont vraiment plus accessibles pour les personnes avec une certaine vulnérabilité. Ensuite, on a ciblé les places en service de garde. On sait aussi qu'on traverse une grosse difficulté au niveau des disponibilités des places en service de garde. Ça vient jouer directement aussi sur notre enjeu de main-d'œuvre. C'est difficile de recruter de la main-d'œuvre quand on n'a pas de service de logement, mais aussi de place en service de garde à offrir à ces gens qui viennent s'établir sur notre territoire. Ou aussi, il y a des mamans présentement, des papas qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail après un congé parental en raison du manque de place en garderie. Puis le troisième, en fait, c'est l'amélioration et le dynamisme du milieu qui englobe toutes les initiatives qui améliorent concrètement les conditions de vie des gens puis le bien-être dans notre milieu. Donc, c'est bien beau attirer des gens, mais encore faut-il s'assurer qu'on a un milieu inclusif, qu'on a un milieu divertissant, qu'on est capable de développer le sport, le loisir, la culture, mais aussi des lieux inclusifs. Où est-ce que les citoyens, les citoyennes de tout âge, de toutes conditions, peuvent rencontrer, créer des liens, en fait, avec les autres citoyens. Donc, on travaille ça sur ce chantier-là. Également, le fait qu'on soit aussi réseauté avec la table en développement des communautés, ça nous a permis vraiment de développer une vision territoriale des enjeux puis de mettre en lumière présentement une situation une situation qui s'est vraiment accentuée au cours des dernières semaines, qui est la situation de l'itinérance visible sur notre territoire. Donc, depuis cet été, on a vraiment... la situation s'est vraiment beaucoup aggravée, mais étant donné qu'on était déjà concerté avec les acteurs ensemble, on peut réagir rapidement, puis on a mis en place un comité d'urgence pour réfléchir à la question, puis mettre rapidement en place, en fait, des stratégies pour cet enjeu-là de l'itinérance sur notre territoire. Donc, c'est un peu ça, la table en développement des communautés. C'est des acteurs qui sont impliqués, qui viennent de multiples secteurs d'activité, qui permettent de créer des passerelles pour vraiment avoir une bonne vision de ce qui se passe sur le territoire puis être capable de réagir rapidement. La table de concertation en violence conjugale et agression sexuelle Maria-Chapdelaine organise une conférence avec Blandine Soulmana. Jenny Boudreau, membre de la table, nous donne les détails. Dans le fond, la table de concertation en violence contre les agressions sexuelles de Maria-Chapdelaine a planifié cette conférence-là pour pouvoir, dans le fond, faire une prévention
contre les violences conjugales, en fait. Là. Dans le fond, Blandine Soulmana, c'est une survivante de la violence conjugale. Elle en a vécu pendant des années, fait qu'elle est là pour venir sensibiliser les gens, autant les proches que les gens qui l'ont vécu. Dans le fond, elle vient expliquer vraiment des moyens concrets pour comment s'en sortir, aussi comment survivre à la violence, puis comment s'en sortir, puis comment... elle vient expliquer aussi les différents types de violences. Bien entendu, on ne peut pas passer à côté. Donc, voilà. Donc, la conférence va avoir lieu le 23 novembre à 19h au complexe immobilier Saint-Jean, anciennement appelé Juvena. C'est gratuit, c'est accessible à tous, en fait, à tout le monde qui est touché de près ou de loin à la violence conjugale ou qui veut s'outiller davantage, en connaître davantage, ou quelqu'un qui la vit aussi, ou quelqu'un qui veut s'en sortir, quelqu'un qui l'a déjà vécu puis qui a besoin peut-être d'un petit rappel pour aller trouver d'autres outils aussi pour continuer à survivre à ça, dans le fond. C'est organisé par la table de concertation en violence conjugale et agression sexuelle de Maria Chapdelaine. Dans le fond, c'est vraiment une table qui regroupe plusieurs organismes du milieu pour, dans le fond, aider à ce qu'on concerte davantage pour contrer les violences, en fait, là, pour mettre fin à la violence, vraiment. C'est ça notre objectif ultime, bien entendu, de vraiment mettre fin à la violence. Fait qu'on se rencontre pour pouvoir justement planifier des conférences comme celle de Mme Soulmana ou planifier de la sensibilisation. Vraiment, c'est ça l'objectif, de se concerter puis d'être... tu sais, si on se concerte puis qu'on est unis ensemble, bien, on peut mieux contrer la violence. Alors, on invite tout le monde à venir à la conférence, en fait, qui est gratuite, je le répète, parce que plus le monde sont informés sur les différents types de violences, bien, c'est comme ça qu'on va arriver tous ensemble à mettre fin aux violences. Le comité organisateur d'Opération Nez Rouge à Dolbeau-Mistassini revient pour l'édition 2023, après plus de 35 ans d'implication, pour un montant de 350 000 $ remis aux organismes du secteur grâce aux dons offerts par les clients et partenaires. Patrick Paré, le président d'honneur, et Bianca Hood, la coordonnatrice du comité, nous dévoilent les grandes lignes de l'édition en cours. Bonjour. Cette année à Opération Nez Rouge, c'est la 40e année à l'Opération Nez Rouge nationale, mais cette année à Dolbeau-Mistassini... On parle de plus de 35 ans d'existence, avec plus de 1000 bénévoles qui ont passé à travers ces 37 années-là. On a remis au-dessus de 350 000 entre 350 000 et 400 000 à la communauté. C'est plus de 12 organismes à chaque année qui reçoivent nos dons. C'est vraiment des organismes qui viennent faire du bénévolat pour nos soirées. Puis après ça, on leur remet, selon le nombre d'équipes qu'ils nous ont apporté, selon leurs implications, on leur remet un chèque à la fin de l'opération. Cette année, nos dates d'opération, c'est le 24-25 novembre, ensuite le 1er, le 2 décembre, le 8 et le 9 décembre, et on termine avec le 15-16 décembre. Cette année, notre président d'honneur, on a choisi de jumeler les 50 ans des optimistes, vu que les optimistes, c'est notre maître d'œuvre à Dolbeau-Mistassini. On a jumelé les 50 ans des optimistes et le 40e de Nez Rouge. Donc, notre président d'honneur, c'est Patrick Paré. On m'a approché pour savoir si ça m'intéressait, puis c'est une cause qu'on tient à cœur, le Club Optimiste. On l'a mis au monde au début. On est maître d'œuvre de cette cause-là. Et nous, on tient à ce qu'on puisse protéger la population puis qu'eux puissent en même temps fêter durant plus d'un soir. Il y a plusieurs choses qui nous amènent à être impliqués. Pour les clients de l'Opération Nez Rouge, comment ça fonctionne? C'est que si tu as besoin d'un service de l'Opération Nez Rouge, dans le fond, tu as pris un petit verre de trop puis tu veux retourner à la maison en sécurité, bien, dans le fond, tu peux appeler au 418-276-2611. Il y a un bénévole qui va te répondre, qui va prendre tes informations, puis on va t'envoyer une équipe pour retourner à la maison de façon très amusante. Et sécuritaire. Oui, et tout à fait gratuitement. Tous les dons qui sont amenés à l'organisme sont remis à des organismes. Ça fait beaucoup d'organismes, mais de la communauté. Donc, on s'assure qu'il n'y ait aucun sou qui soit perdu
face aux donateurs qui aident à ce que nous, on aide après ça la communauté. Pour le côté bénévolat, si jamais le cœur vous en dit d'être bénévole, dans le fond, vous pouvez vous créer une équipe de 3 personnes. Ensuite, vous allez à l'opérationnesrouges.com et vous pouvez cliquer sur « Devenir bénévole », vous vous inscrivez. Puis, vous pouvez communiquer avec nous pour nous dire quel soir vous aimeriez venir faire du raccompagnement. Puis nous, bien, on est toujours bien heureux d'avoir des nouveaux bénévoles puis d'avoir plein d'équipes parce que ça fait en sorte que le temps d'attente sur les routes est moins long. Nos partenaires cette année pour 2023 sont Des Dumais et Fils, Trixeco pour nos commanditaires mascottes. Ensuite, pour la centrale, on a Sanidan, on a Ford, on a Red Champagne, on a la Télé du Haut-du-Lac. Ensuite, on offre à toutes les entreprises qui souhaiteraient nous aider financièrement la possibilité de nous faire un don. Ça nous permet après ça de redonner plus à la communauté si toutes nos dépenses sont défrayées par nos commanditaires. Donc, appel à tous. Y a-t-il un moyen de nous rejoindre facilement? Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, Opération Nez Rouges d'Olbeau-Mistassini. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire par courriel dolbeau-mistassini@opérationnezrouges.com. Le message à la population, je demande fortement aux gens de venir encourager, autant dans le bénévole, autant dans... Si vous avez pris un verre, prenez pas votre volant. Il y a plus que juste le permis de conduire qu'on peut sauver. On peut sauver une vie aussi. Donc, pensez-y, on est là. Il y a full bénévoles qui sont prêts à vous raccompagner et à s'amuser en vous raccompagnant. Fait que faites un don à eux, puis ça va être un très beau geste. Le marché de Noël de Saint-Eugène d'Argentonais aura lieu samedi et dimanche les 25 et 26 novembre prochains au bâtiment communautaire. Il y aura 43 exposants, de l'animation, une chasse aux lutins et des tirages de paniers cadeaux. Également, dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité, un spectacle de Noël sera présenté dimanche le 3 décembre à 13h30 par la Route des légendes à la salle communautaire. La pièce présentée s'intitule « Roméo puis Juliette, un réveillon sans dindon ». Les billets seront disponibles à la porte au coût de 5 $ pour les adultes et gratuits pour les enfants. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook. Au revoir.